Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia, le dernier de l'année 2020. Devant le Mont-Saint-Hilaire, c'est l'église et la crèche. Au lendemain de Noël, voici l'enfant Jésus. Il est parmi nous, le nouveau-né. Nous étions samedi le 26 décembre 2020 pour le Vidéorandia numéro 52 pour les 52 semaines de l'année. Conception animation Richard Glenn de Mont-Saint-Hilaire. Nos invités, Alain Niala, philosophe consultant de retour, et Martin, retraité, un gars de bois et un gars de ville, pour répondre aux grandes questions existentielles qui nous seront probablement imposées au cours de l'année 2021. Et que faut-il faire? Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, dont le lien est ici disponible, le premier commentaire sous le Vidéorandia, qui est épinglé d'ailleurs. À la réalisation, Geneviève, bien connue ici sous le nom de Spirale. Bonne émission. On est entre la période de Noël qui vient de passer et le jour de l'an qui s'en vient au bout de la semaine cette semaine. C'est un moment de grand changement. On va changer de calendrier. Ça va être fini 2020. On entrera dans une nouvelle année. Cette période de changement est très initiatique encore une fois. Et j'ai pensé vous présenter deux invités. Un que vous connaissez très bien, et l'autre que vous ne connaissez pas du tout. C'est la première fois qu'il vient à l'émission Ésotérisme expérimental. Alain Niala, philosophe consultant, pour continuer à faire la démarche ésotérique qu'il avait entreprise la semaine dernière, qui n'a peut-être pas été bien compris par tout le monde. Allez dans le Club Créé, vous allez voir que c'est extraordinaire, là, qu'il nous accorde dans le Club Créé du mois de décembre, pour renfoncer le clou vraiment sur les notions philosophiques ésotériques. Quand il s'est engagé sur le côté politique la semaine dernière, puis la question de la pandémie, puis tout ça, ça a fait mal réagir beaucoup de gens qui ont dit « Écoute, il ne connaît pas ce qui se passe, il ne voit pas ce qui se passe. » Et il vous a expliqué qu'il y a différentes façons de voir la réalité, différents points de vue. Alors, on ne commencera pas le débat aujourd'hui, on tourne la page. Et on va tourner la page du calendrier bientôt. Alors, il va nous parler de cette période où il y a quelque chose qui disparaît, qui meurt, et il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Notre autre invité, c'est un certain M. Martin, qui, lui, a quitté la ville, comme les textes prophétiques le disaient. Quitter les villes, aller au-delà des montagnes. C'est ce qu'il a décidé de faire ici au Québec. Il a quitté la région de Montréal, puis il est allé au-delà de Latuc, au-delà du lac Saint-Jean. Il est allé, pas dans la toundra quand même, là, mais en plein bois dans la nature, on pourrait dire dans une ZEC. Vous savez c'est quoi, là, les zones faites pour chasse et pêche. Alors, mon ami Alain, il y a quelque temps, on s'en était parlé de ça, de dire, on va suivre les textes prophétiques, allons au-delà des montagnes, quitter les villes, allez-vous-en dans une ZEC au Québec, là. Tu avais une réaction tout de suite à ça? Ah, j'ai dit, on n'enverra pas tout le monde de la ville sur un ZEC, c'est sûr. Mais c'est parfait si c'est ça l'appel du cœur qu'une personne a. Moi, en fin de compte, je critique pas ce que les gens font. Ce que je dis, c'est que les solutions que chaque individu prend sont la sienne. C'est pas quelque chose que, nécessairement, il faut recommander à tout le monde non plus. OK, je vais demander à Martin de se présenter, parce qu'il n'a pas dit bonjour. Bonjour, Alain. Bonjour, Martin. Bonjour. Bonjour. Ben oui, est-ce que tu es parti dans la nature? On le voit derrière toi, là, on ne voit pas d'auto passer. On a vu un chevreuil, d'accord, il y a des ours, il y a des loups proches de chez vous, là? Oui, il y a à peu près 3 jours, j'ai entendu des loups rouler pas loin de la maison. Dis-moi donc, est-ce que tu es parti là? Parce que tu as suivi les textes prophétiques qui disaient comme dans l'Apocalypse. Je suis parti par rapport à mon ressenti à moi-même. OK. Je me sentais déjà plus bien à cet endroit-là. Quand j'ai vu arriver le COVID-19, voilà, c'est le temps que je parte. Tout est arrivé. La personne qui est venue acheter ma maison m'a donné même plus que ce que je voulais avoir. Et j'ai tout de suite trouvé la maison qui est dans le nord. Là. Oui.
à un prix qui avait du bon sens aussi. Fait que ça s'est fait de la vente puis l'achat en 15 jours. Là, Martin, il faut préciser que tu avais l'avantage d'avoir 44 ans au même emploi. Tu as récupéré toute ta pension et ça t'a donné un bon pécule avec la vente de ta maison de ville. Ah oui. Alors, tout ça, c'était possible parce que tu étais indépendant financièrement. Mais quelqu'un qui est dans la vie où il a besoin encore de gagner sa vie toutes les semaines, d'avoir un salaire, puis s'il arrête, il n'y a plus de ressources. Tandis que toi, ben, tu es même rendu à l'âge où tu as une pension en plus. Je pense que tu es privilégié, là, il faut le dire. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Ça fait des années que j'attendais ce moment-là parce que je le savais. Déjà. Très jeune, j'ai rentré en contact avec le futur. Bon, ben, arrête. Martin, je t'arrête tout de suite. J'aime mieux donner la parole à Alain au début. Puis je sais qu'Alain va peut-être être obligé de nous quitter avant la fin. Mais garde ça sur la glace parce que ça va être extrêmement passionnant de t'entendre. Tes expériences psychiques, tes expériences avec le phénomène extraterrestre. Tu es d'accord avec moi? Ah oui. Tu vas en parler? Oui, pas de problème. Puis là, tu es dans une région où il y a eu beaucoup de cas d'observation, je le sais, parce que je suis bien placé pour en entendre parler par des gens qui me les rapportent et tout. Alors, on se garde ça pour un peu plus tard dans l'émission. Mais là, je pense qu'au début, Alain, il faut essayer de remettre les horloges à l'heure. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas apprécié ton intervention la semaine dernière? Parce que tu ne parles pas comme les gens qui sont des marginaux comme moi, comme d'autres, qui vont sur Internet écouter les réseaux sociaux, hein, comme ils les appellent, là, les conspirationnistes. Là. Puis là, ben, toi, tu étais venu à ton corps défendant nous parler de choses qui n'étaient pas tout à fait le message que tu voulais nous passer. Le message, il est dans le club créé du mois de décembre. Ça, c'est extraordinaire. Mais là, si tu veux nous résumer un peu les grandes lignes, puis peut-être nous introduire dans le nouveau message de cette semaine. Moi, je veux bien, mais il faut d'abord préciser que la conversation que tu as mise en ligne, c'est une conversation privée qu'on avait toi puis moi. Là. Quand l'émission était supposée être terminée, on a continué à jaser pendant 1 heure, puis l'enregistrement, Geneviève nous a même quittés. C'est pour ça que l'image ne change pas du tout, parce qu'elle nous a quittés. Moi, je pensais que c'était fini, on n'enregistrait pas, puis toi aussi. Puis finalement, quand tu es revenu, même à un moment donné, tu as dit, écoute, on en dit des choses, ça serait bon que ça soit enregistré. Oui, c'est ça. Moi, je ne m'excuse pas de mes propos, mais je veux dire, je n'étais pas venu pour parler de ça. Donc, à quelque part, à un moment donné, il y a quand même, c'est amusant, on parle beaucoup de manipulation des médias, mais d'une certaine façon, j'ai été manipulé. On a été manipulé par l'information. Puis moi, le vidéo Randia, je veux que ça soit quelque chose qui rejoigne le plus grand nombre de gens. En rejoignant tout le monde, il y en a qui ne sont pas prêts ou qui n'aiment pas entendre parler de certaines choses. Là, aujourd'hui, j'ai mis au menu deux plats. Un, philosophique, intellectuel, ésotérique. L'autre, pratico-pratique. Il a passé à l'action, c'est pas juste des paroles, il a fait l'action de vendre sa maison, s'en aller dans le bois. Il va nous expliquer combien ça y a coûté, puis combien de voyages qu'il a fait pour amener tout son stock là-bas, les plaques solaires, puis tout le reste. C'est un gars qui est très, très concret et très pratique, mais c'est pas nécessairement adaptable à tout le monde, pas plus que des idées philosophiques peuvent être comprises par tout le monde. Oui, on se comprend. Dans les messages de la semaine dernière, Alain, qui était très important à se souvenir, c'est que tu dis, quand il arrive un événement, un choc, bon, tu as vu l'éclair. L'éclair ne fait pas de bruit, mais ça prend un peu de temps, puis d'un coup, le tonnerre arrive. Tu veux me ramener sur... C'est plutôt la métaphore du solstice, tout simplement. C'est-à-dire que quand le solstice a lieu, c'est le moment exact où la nuit est la plus longue et la journée la plus courte. Donc, graduellement, à partir de Noël, disons spécifiquement, les journées commencent à se rallonger. Alors, c'est là qu'il y a une renaissance de la lumière, c'est là qu'on peut commencer à espérer. Mais c'est pas la période où les journées commencent à réchauffer. Non. Parce qu'on est encore sur l'élan des conséquences. Il y a un délai. Un espace, un délai entre les causes et les effets. Et ça, c'est tout le mystère de la vie qui est fait entièrement tout le temps comme ça. Donc, dans le moment, on rentre dans une phase de changement d'année, puis d'ouverture de la lumière, puis vraiment, ça devrait être extraordinaire. On a discuté dans
club créé, des aspects planétaires qui dégagent une nouvelle lumière, des nouveaux espoirs. On a Jupiter et Saturne conjoints en Verseau qui vont alléger l'atmosphère. Jupiter, le mot jovial vient de la racine latine, jovis, qui était le nom de Jupiter à l'époque. Donc, c'est une période plus joviale, une période d'expansion, une période de croissance. Donc, il y a beaucoup d'espoir à fonder sur cette période-là. Mais, malgré tout, c'est aussi une période où on est encore sur l'élan des conséquences de ce qui a précédé. Donc, oui, certains auteurs parlent même, des astrologues, de l'idée que cette conjonction Jupiter-Saturne, c'est un peu comme l'entrée dans l'ère du Verseau, parce que il rentre dans ce signe-là à un moment qui est vraiment tournant, là, si on regarde tout ce qui se passe sur la planète. Donc, c'est beau ce qui s'en vient. Et en même temps, on va commencer par passer par du plus difficile avant que toute cette lumière-là cause de nouveaux effets. Hein? Alors, ça, c'est vraiment tout le temps ce qui crée... Et ça, c'est arrivé, cette conjonction, là, cet alignement entre Saturne et Jupiter, proches l'un de l'autre, ça faisait comme une étoile des rois mages qui brillait dans le fond du ciel. Et c'est arrivé le même jour que c'était le solstice. Alors là, ça donne vraiment l'impression qu'il y avait un signe du ciel, car ça n'arrive pas très souvent. À cette date-là. Non, c'est très rare. Les conjonctions Jupiter-Saturne sont régulières, mais qu'elles soient alignées au point d'être si proches dans la perspective où on les regarde, là, ça c'est très rare. Il faut remonter plusieurs siècles pour que ça se produise. Oui. L'an dernier, à la fin de l'année 2019, au début de l'année 2020, avant qu'on entende parler de la pandémie et tout ça, les astrologues qui passaient sur mon émission répétaient toujours « On a la même conjonction planétaire ou carte du ciel d'avant la Première Guerre mondiale et répétée ensuite avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour l'année 2020, ça ressemble à ce qu'il y avait pour les Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc la conclusion qu'on arrivait à dire, c'est que ça va ressembler à une Troisième Guerre mondiale. On l'a eu, mais on ne l'a pas eu avec des bombes atomiques, on l'a eu parce que toute la planète a été attaquée par un virus qui a été vraiment comme une déflagration de guerre mondiale. Parce que les conséquences, on les a vécues aussi pendant l'année. La conjonction Jupiter-Saturne-Pluton a été assez pénible. Évidemment, elle correspond presque exactement à la pandémie puis aux difficultés financières qui l'ont accompagnée. Donc, dans ce sens-là, on est dedans. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est qu'on est dedans. Ouais. Sauf que la transition, elle, exactement comme l'idée de l'hiver qui suit le solstice, le jour où on peut se rallonger, il ne se réchauffe pas tout de suite. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on va avoir encore des conséquences pour un certain temps. Puis, oui, effectivement, un bon bout de l'année. Mais dès maintenant, il y a aussi des aspects positifs qui apparaissent maintenant. C'est un effet comme de double mouvement, disons, comme toutes les transformations. Il y a des discussions sur l'ère du Verseau, par exemple. Personne ne s'entend sur la date où ça commence. Pas parce qu'il n'y a pas moyen d'établir des dates avec l'astrologie. C'est tout simplement parce que c'est pas tout le monde qui rentre dans la même ère en même temps. On fait pas tous la transition en même temps. Même de nos jours, il y a des sociétés qui vivent de façon très avancée, puis d'autres qui en sont encore dans des situations beaucoup plus proches d'une vie primitive. On est en même temps dans l'entrée de l'ère du Verseau et dans les débats, si tu veux, les coups de queue de l'ère du Poisson, si on veut. Mais le positif est déjà commencé, il est déjà semé, etc. Alors, reviens-nous avec la métaphore ou l'explication concernant la nativité. On a perdu la capacité de penser symboliquement, puis de penser à différents niveaux, et de comprendre qu'il y a des niveaux de réalité. Alors, par exemple, un conte comme celui de la Nativité, ben, je veux dire, il peut être forcément controversé sur le plan historique,
Ça va être vraiment difficile de démontrer si Jésus est né à l'an 0 ou 7 ans avant Jésus-Christ ou s'il existait. Il y a plein de débats, là. Mais le fait est que cette histoire-là est porteuse, a changé la civilisation occidentale telle qu'on la connaît, là. Je veux dire, donc, c'est la naissance d'un petit enfant dans une étable. Donc, comme un immigrant, un réfugié climatique, quelqu'un qui n'est pas là où il doit être, qui n'a pas de toit, des parents qui voyagent dans le désert, finissent par trouver une bourgade, vont se réfugier dans une grotte. C'est des réfugiés. Et il y a un petit enfant qui naît là, et sa transformation, son ascension, va en faire symboliquement le sauveur. Alors, c'est le caractère salvateur du nouveau qui est en cause. La symbolique, c'est le retour à l'innocence. Qu'est-ce qui fait qu'on a si tant de difficultés dans le moment avec différentes versions de la réalité? C'est qu'un enfant qui naît, il va être reçu par ses parents, par une culture, et il va être endoctriné. Hein? Par définition, toutes les activités qui vont tourner autour de lui, ça va être de lui faire définir le réel d'une certaine façon. Donc, il va se définir comme d'une certaine ethnie, il va se définir d'une certaine religion, il va se définir d'une certaine culture, il va avoir des expériences positives ou négatives, des joies ou des traumatismes, qui vont complètement déterminer son point de vue. Et toutes les notions qui vont suivre, les notions de vrai et de faux, de bien et de mal, vont dépendre de ce conditionnement-là. Alors, pour lui, ce qui est vrai, c'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'on lui a enseigné, c'est ce qui a été conditionné à croire, et ce qui est faux, c'est le contraire. C'est ce qui appartient au point de vue des autres. Et si un autre enfant est né dans une autre culture, une autre religion, eh bien alors, il est certain que la vérité, le vrai et le bon est du côté de sa propre culture, et il est prêt même à s'affronter ou se battre contre quelqu'un d'autre qui croit autrement. Mais dans le mystère de la nativité, il y a le mystère de l'enfant innocent, pur, de la conscience qui est comme une pure présence, qui n'est pas encore conditionnée. Donc, qui va pouvoir littéralement créer un nouveau monde, s'il garde intact cette pureté-là. Alors, s'il y a un miracle possible, c'est bien ça. Quand on parle de Noël, on évoque toutes sortes d'images qui sont effectivement elles-mêmes en grande partie conditionnées. C'est-à-dire qu'on croit ou on ne croit pas l'histoire ou la version qu'on a reçue. On croit ou on ne croit pas les dénis athées, mettons, d'historiens qui, dans une perspective, vont nier l'existence historique du Christ, qui est très difficile à prouver, Marc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend quand même du préjugé qu'on a au départ. C'est très, très visible chez ceux et celles qui veulent croire à l'existence historique de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle valide leur religion, leur croyance, puis leur système de valeurs. Ben là, à ce moment-là, il va y avoir des preuves. On en trouve. Comme le suaire de Turin. Je veux dire, il y a toujours moyen, à partir du point de vue qu'on a, de trouver des preuves qui confirment ce qu'on croit. Et donc, pour moi, le point de bascule, il est dans l'innocence du point de vue de la présence, au-delà du conditionnement. Avant tout conditionnement. Oui, avant tout conditionnement. C'est ça qui, des fois, fait que je me fais pas bien comprendre. J'ai un côté... dans les conversations, je vais souvent adopter le point de vue qui cherche à sortir de la limite du point de vue de l'interlocuteur.
Inviter l'interlocuteur à sortir des limites de son point de vue. Là, j'essaie de ne pas trop interrompre. Dans une conversation différente, oui. Je vais parler différemment. Dépendamment de qu'est-ce qui m'est offert comme point de vue. OK, bon, ben attends. J'en profite dans ces conditions-là pour demander à Martin. Tu as entendu Alain. Et puis, est-ce que tu saisis quelque chose qui te touche toi personnellement? Là, il donne l'importance de l'innocence de l'enfant, rester semblable, parce que si tu connais le phénomène extraterrestre, on dit souvent, il te recommande de rester sans justement des préjugés, sans une façon de vouloir t'imposer. Il veut que tu restes, j'allais dire, presque innocent. Parce que ce qu'on vit sur Terre, c'est tellement plein de barrages, puis de barrières, puis d'enseignements ridicules que tu te demandes un peu c'est qui dirige le bal, des fous. Alors, à un moment donné, toi, tu t'es retiré carrément de la civilisation. Je lui donne 1000% pour ce qu'il dit, c'est vrai. 1000%. Exact. Pour rester à l'enfance, mettons, rester dans un corps, on a un corps d'adulte, oui, mais il faut rester dans l'enfance intérieure. Parce que dans ce qui s'en vient, ceux et celles, je n'en dirai pas tout de suite, plus tard, là, ceux et celles qui vont être prêts, ils vont être sauvés par rapport à leur le fort intérieur qu'ils ont gardé comme être comme un enfant à quelque part. Là. Ça veut dire de ne pas tomber dans des pièges de comment est-ce que je pourrais dire, d'intolérance à cause de ci, à cause de ça. L'enfant qui est ouvert, il est disponible, il regarde les choses, mais ce qui lui plaît, ce qu'il aime, il va aller vers. Mais ce qu'il ressent pas bien, pas bon, il va se reculer, il va s'éloigner. Exact. Toi, tu as senti que c'était plus bon, là, la société, la ville, la civilisation. T'as mieux te retourner avec des loups et des ours, alors que ça peut être dangereux, là. Mais tu as plus peur des humains qui seraient pires que des loups et des ours. Je dirais que la nature, ils sont moins dangereux que les humains. Oui. Ils sont prévisibles. L'être humain n'est pas prévisible pendant tout. Oui, c'est ça. Exact. Il y en a un qui a l'appel de Dieu, là. C'est lequel de vous deux? C'est pas moi. OK. Ben, c'est ça. Fait que, pour M. Alain, ce qu'il dit, c'est ça exactement, là. Il faut garder son cœur d'enfant. C'est obligatoire. Et tous ceux-là et celles qui passent peut-être pour des niaiseux ou des niaiseuses, soyez sans crainte, vous êtes dans le droit chemin. Dans ce sens-là. Mais tu reconnaîtras que toi, si tu as décidé de t'en aller de la ville, tu as pris des grands moyens pour y arriver. Mais tu l'avais dans la tête depuis longtemps, tu dis. Oh, ça fait longtemps, j'étais enfant. Ah, voilà. Tu as été contacté quand tu étais tout jeune. Ah ouais, 3 ans. Bon. Je me souviens des affaires, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai une très bonne mémoire de ces affaires-là. Bon, on en reparle un petit peu après, parce que je sens qu'Alain, s'il y a eu un appel, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend quelque part, là, puis il va peut-être être obligé de nous quitter bientôt. Alain, je te redonne la parole. Tu as entendu Martin, il est ouvert, il t'écoute, il te comprend, et puis il peut l'appliquer à sa vie à lui-même, mais il dit que déjà, quand il était très jeune, il avait compris des choses, il avait appris des choses. Est-ce que ça peut pas être aussi, tiens-toi loin, là, mais un conditionnement? Si des anges ou des extraterrestres ou des fins qui viennent te voir quand tu es tout petit, puis tu dis que tu vois grand-papa qui vient te voir puis qui est mort, ça fait 1 an, ou il te conditionne, là. L'enfant est vierge. Tout ce qu'il va vivre, ça va l'imprimer, ça va le conditionner. C'est ça. Moi, je suis d'accord pour dire que toutes les expériences vont modeler le point de vue. Donc, le point de vue va être transformé par les expériences que l'enfant acquiert. Donc, ça, c'est une notion importante, si bien que quand on disait, par exemple, qu'un enfant va aller vers ce qui l'attire ou puis qu'il faut faire confiance à ça, fondamentalement, je suis d'accord, mais il y a un bémol, c'est que ça dépend s'il a commencé à être conditionné. Même un enfant assez jeune, on va lui dire de faire attention à certaines choses, ou on va lui interdire de sortir, ou au contraire, on peut l'obliger à sortir. En tout cas, les exemples sont innombrables, mais ce que je veux dire, c'est que le conditionnement commence dès qu'il y a des expériences. On peut pas l'empêcher d'avoir des expériences. Alors, à partir de là, on peut pas empêcher un conditionnement. Non, c'est ça. C'est l'éducation qui est un conditionnement. C'est la façon dont on dit à un enfant qu'est-ce que la réalité, comment on lui décrit
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. Tout ça, ça fait partie d'un conditionnement. L'expérience elle-même, c'est juste une expérience. Alors, c'est ça tout le paradoxe. Je fais souvent un jeu de mots, il est un peu ésotérique, mais il est très important entre la présence et la représentation. Dans la présence, tu es présent à quelque chose. Alors là, oui, une expérience, tu rencontres. La rencontre, c'est authentique. C'est pas un conditionnement en soi. Ce qui est un conditionnement, c'est comment tu te représentes l'expérience. Donc, comment qu'on dit ce qui est arrivé. Donc, si, je ne sais pas, moi, tu es en contact avec des êtres qui sont différents et que tu en parles à tes parents puis que tes parents disent que ces êtres-là n'existent pas, là, il y a un conditionnement. Ou que le grand-père qui est venu te voir, hein? le grand-père qui est venu te voir, tu as de l'imagination. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient que j'avais de l'imagination débordante. Mais oui, c'est ça. il y a d'autres, heureusement, que j'ai eu une personne qui m'a pas du tout éloigné de tout ça. C'était une femme qui était très, très ouverte à tous ces phénomènes-là. Ça aide à passer à travers. Toi-même, Alain, sans que tu nous le dises, mais toi aussi, tu as été conditionné en bas âge, c'est sûr. Comment, je ne sais pas, là, je ne connais pas ta vie personnelle. À toutes sortes d'égards, puis je tiens pas à donner des exemples à ce niveau-là, mais il n'y a personne qui ne l'est pas, là. C'est ça. Exactement, c'est ça l'affaire. Non. Par contre, ce qui est possible, et ça, c'est une clé, je pourrais qualifier de très ésotérique, c'est de se déconditionner. Et ça, c'est un travail. C'est un travail très intense. C'est ce qu'on appelle le travail dans les traditions initiatiques, là, avec un T majuscule. Il est possible de se déconditionner. Il y a toutes sortes de pratiques. Mais même une fois que tu vas être déconditionné, le lendemain, tu commences à revivre un nouveau conditionnement. Je suis d'accord sur le principe que toute expérience... C'est quoi la différence entre un conditionnement et des influences qui t'influencent et que tu deviens influencé? C'est la différence entre la présence et la représentation. Je sais que c'est un peu abstrait, mais c'est très, très concret. Je veux avoir une explication concrète. Une expérience. Ouais. Il évoquait qu'il est allé habiter loin dans le nord. Moi, j'ai voyagé, je veux dire, j'ai été dans la forêt, j'ai rencontré des loups face à face, des grizzlies face à face. Même des jaguars, tu es allé au Mexique, tu es allé en Inde, oui, tu as couru après toi aussi des problèmes, mais tu n'as pas resté là. Oui, et je confirme que j'ai eu beaucoup moins d'expérience de danger avec des animaux même réputés très dangereux. Interagir avec un crotale, c'est spécial, mais bon, c'est simple. Et c'est pas malin. Je veux dire, il recule quand tu avances, puis tu continues à être en rapport. Il faut que tu sois attentif à ce qui se fait, mais c'est tout. Donc, c'est une question d'être présent. Tandis que quand tu es confronté à des dangers par rapport à des êtres humains, comme ça m'est arrivé aussi, j'ai eu des mitraillettes dans le visage au Mexique, des choses comme ça, là, tu es dans la représentation, parce que c'est pas l'être humain qui est dangereux, c'est ce qu'il pense qu'il l'est. C'est-à-dire, c'est son conditionnement qui est très, très dangereux. Ouais. Alors, ça n'en fait pas un être naturel dont tu peux prévoir les actions de la même façon que tu peux prévoir les actions d'un loup, qui sont simples, il est présent à sa situation. Alors, le loup, il est pas tout à fait prévisible, mais il est gérable, parce qu'il est sans malice. Tandis que l'être humain, lui, il a des qualités quand même, d'ailleurs. Je m'étais sorti de cette situation-là par l'humour. C'est pour dire comment ça dépend de la façon dont la personne avec laquelle tu relationnes te perçoit. C'est tout l'enjeu de la chose, là. Oui, Martin voudrait parler, je pense. Oui. Je peux parler un petit peu? Oh oui. Sur ce qu'il dit, je le sais, je l'ai ressenti en dedans de moi immédiatement quand il en a parlé. En face des animaux, là, quand tu as ton cœur d'enfant encore, OK, l'animal n'a pas peur de toi. Et il sera pas dangereux avec toi. Par contre, si tu as peur, il va sauter dessus. Si tu as peur, si tu n'es pas capable de contrôler ta peur, il va sauter dessus l'animal. Mais si tu es comme un enfant,
il va t'engarder, puis il va passer peut-être son chemin à côté de toi, puis tu ne sais même pas. Absolument. Le gars qui avait la mitraillette devant ta face, Alain, tu dis que tu l'as déjoué par l'humour? Oui, j'ai réussi à le faire rire, donc il s'est calmé. Ah, tu vois, il n'a pas eu peur de toi. Il s'est pas senti menacé non plus. C'est ça. Oui. Alors que là, on est dans une société où on nous impose des conditionnements tellement terribles qu'on est rendu qu'on a peur de celui qui n'a pas de masque, de celui qui s'approche trop proche. Imagine-toi, là, on est dans un univers où on est en train de développer une peur effrénée incroyable. Je sais que tu as été, toi, vraiment attaqué, mais pas en pleine jungle, en pleine station de métro de Montréal. Mais dans cette anecdote-là aussi, ça a fini de la même façon. C'est que j'ai ri. J'ai dit au bonhomme, mais t'es pas sérieux? J'ai pas une scène. Et il m'a laissé partir. Ouais. Alors, effectivement, si j'avais eu peur, si je l'avais agressé, il y avait un couteau, là, j'étais faite. Mais il y a une attitude intérieure à avoir dans les situations d'être présent au lieu d'être dans la représentation, qui est vraiment, vraiment la clé qui correspond à ce que Martin dit quand il dit d'avoir le cœur d'enfant. C'est de rester dans l'innocence du moment présent qui contient toutes les réponses. Exact. Ben, Martin, toi, tu es parti de la ville pour aller dans le bois parce que tu sens que ça va chauffer ou que ça commence déjà à chauffer ou que ça commence déjà à être intolérable. Là. Oui, exact. Il y a des choses qui s'en viennent proches. Les dates, c'est incertain, mais c'est pas vraiment loin de ça. Parce que quand j'ai emménagé ici, quand je suis venu visiter pour la première fois ici, j'ai reconnu toute la maison, tout le terrain complet que j'avais déjà vécu ici, comme si j'avais déjà resté ici. Ça fait que tout a été guidé, on va dire, pour que j'achète vraiment un prix ridicule, la grandeur du terrain, c'est tout le monde. Et je veux dire que bon, je me gare un petit peu, là, mais... Ben, il va te dire une chose. Tu t'étais déjà préparé en ville parce que tu avais déjà acheté des plaques solaires, tu avais acheté déjà des batteries pour faire tout fonctionner ça. Puis même ta voisine commençait à trouver ça un peu bric-à-brac à cause de toutes les installations que tu faisais. Puis à un moment donné, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que si elle voulait te faire du tort, ben, tu étais tanné de ça. Tu t'es dit, ben moi, là, je lève le camp. Mais tu étais comme conditionné à te préparer à utiliser des plaques solaires, des batteries et tout ça. Et tu as tout amélioré ton matériel avec le pécule que tu avais. Oui. J'ai expérimenté. C'est ça. J'ai expérimenté. En passant, tu as installé des batteries à gel. Au gel, oui. Au gel. Qui gèle pas. Gel, ouais. Justement, c'est pas comme des batteries à l'acide qui gèlent. Parce qu'à l'acide, eux autres, faut que tu les entretiennes. Là, au gel, tu n'as aucun entretien. Hein. Tu es garanti bien plus longtemps. Puis tu peux les laisser dehors au froid. Puis oui. C'est ça qu'ils m'ont dit. Il n'y a pas de problème, ça ne gèle pas. C'est au gel, mais ça ne gèle pas. Une batterie à l'acide, elle dure à peu près 5 ans, gros max. Oui, mais moi, je sais comment les régénérer. Fait que j'ai checké comment faire. J'ai fait un test sur une batterie qui fonctionnait même plus. Oui. Il n'y avait même plus de courant. Je l'ai complètement régénéré, puis je la charge une fois par année, puis elle est bon. C'est pas sorti pour régénérer ça. C'est vraiment pas sorti en tout. Alors, il montre sur Internet comment faire. Oui. Alors, toi, Alain, de ton côté, tu t'achètes des livres, tu regardes la vie qui passe, t'as pas l'air d'être inquiet, comme tu dis, je ferai de l'humour au moment où des choses seraient plus graves. Est-ce que ça va être ta méthode de défense devant l'adversité, ça va être ça? Dans le moment, je cultive plutôt l'opportunité que le confinement nous donne de cultiver ma vie intérieure, d'explorer des plans plus subtils, de réfléchir, etc. J'essaie de développer un minimum de calme aussi, etc. Puis ma situation fonctionne bien. Je suis pas pris en ville, je suis déjà en banlieue. Donc c'est différent. J'aurais été en ville, je me serais probablement dépêché d'en sortir. C'est ce que j'ai fait, disons, en liquidant des choses que j'avais en ville il y a 2 ans. Mais là, dans le moment, je me prépare à d'autres transitions. C'est pas encore déterminé pour moi. L'appel est moins, disons, immédiatement urgent. Mais on s'entend qu'il y a... j'ai toujours préféré habiter à la campagne. J'ai déjà eu des chalets dans le nord. Donc, il y a d'autres possibilités là, que je suis en train d'explorer, sur lesquelles je réfléchis. Là.
J'ai des visions la nuit qui suggèrent que je ne serai pas indéfiniment ici. Non, loin de là. Mais disons que je considère encore qu'il y a moyen de voir venir. C'est-à-dire que la situation actuelle est dramatique, mais je ne veux pas être cynique, mais pas pour moi. Je veux dire, c'est gérable dans le moment tel que c'est. Je vis les inconvénients que d'autres personnes vivent, puis j'ai de la compassion pour ceux qui en vivent plus que moi, là, mais dans le moment, la façon dont je flaire les choses, c'est gérable comme c'est. Alors, voulez-vous tous les deux que je vous pose la même question et il n'y a pas d'échappatoire? La réponse, c'est quasiment oui ou non. Tu sais, je vous pose tous les deux la même question qui est posée à tout le monde dans notre société au Québec actuellement, puis peut-être partout dans le monde. C'est d'être un délateur, d'être celui qui va appeler la police parce qu'il voit que chez le voisin, il n'est pas juste un, ils sont plus rien que deux, ils sont rendus 7 ou 8 dans la maison. Et là, on nous dit, hey, pas plus que 2. Une maison, c'est ceux qui y habitent déjà, puis c'est leur adresse. C'est soit du monde, des amis, des invités, puis du monde pour faire le bamboula, ou tout simplement parce qu'ils veulent faire une micro-société de groupe, 5, 6, 7, 10. Allez-vous appeler la police? Parce que sur le prétexte, c'est le suivant. C'est que si vous les laissez être nombreux, puis qu'ils vont sortir pour aller faire des commissions au magasin pour des besoins absolument nécessaires comme de la nourriture puis tout ça, ben ils risquent de propager plus la maladie que n'importe qui d'autre parce qu'ils sont dans un nid où il peut se propager cette maladie-là. Et ça veut dire que tu risques d'avoir à côté de toi une bombe à retardement biologique. Est-ce que vous allez appeler comme délateur pour informer la police qu'il y a trop de monde chez le voisin? C'est pas supposé. Non. Pour mon compte, non. Ben, je veux pas être méchant, mais dans le cas de Martin, ça risque pas d'y arriver il n'y a pas de voisin. Non, mais là, non. C'est pas un gros... Il n'y a pas beaucoup de risques dans mon bord. Non, mais quand tu étais en ville, est-ce que toi, tu aurais dénoncé à la police des agissements des voisins ou de quelque chose? Non plus, non. Non. Puis toi, Alain? Non. Parce que ta conscience qui te dit, c'est pas juste dire factuellement, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, vivre et laisser vivre, mais à un moment donné, c'est que ce qu'ils vivent, ça peut devenir, ça peut te retomber dessus. Justement, comme d'habitude, ma réponse va être plus nuancée. Je sais bien que tu voudrais entendre un oui et un non, puis je vais finir par en donner un, mais je vais commencer par expliquer comment je vois ça. C'est que, pour moi, c'est une situation qui est un peu délicate parce que, comme tu l'as souligné, il y a des enjeux à ça. Donc, c'est une question qui vaut la peine d'être plus analysée, disons, de mon point de vue. Mais mon point de vue de philosophe que tu demandes, c'est beaucoup de répéter, mais alors là, je veux dire, tu es presque tanné de l'entendre, que tout est une question de point de vue. Donc, à cause de ça, j'ai tendance à respecter le point de vue des gens qui font des choix, à moins de vraiment que ce soit évident, c'est des choix qui sont le mieux qu'ils peuvent faire. Alors non, en fait, je ne ferai pas de délation, ça m'intéresse pas. Puisque je respecte le fait que les gens sont libres, puis que dans cette situation-là, il y a tellement d'enjeux affectifs, psychologiques, des points de vue, que quand même, on espère que les gens utilisent un minimum de jugement, etc. Irais-tu, au lieu de les dénoncer, est-ce que tu irais les prévenir? Est-ce que tu irais les prévenir en leur disant, vous savez que ça dépend. S'ils me dérangent, s'ils font tellement de bruit qu'ils me dérangent, c'est sûr que j'irai les prévenir. Ah oui, mais s'ils font pas de bruit, mais que tu sais que... bon. Si j'en ai l'occasion, peut-être, je le sais pas, là. Okay. C'est trop compliqué, parce que ça se présente pas comme ça dans ma réalité, mais là où je veux en venir, par exemple, puis tu vas voir comment ma pensée est nuancée, c'est que je condamne pas du tout ceux qui le font. Le fait que je le ferai pas ne veut pas dire que les gens ne devraient pas le faire. J'encourage les gens qui veulent le faire de le faire. Moi, c'est pas mon attitude. C'est une question de point de vue, encore une fois. Mon point de vue, c'est que tous les points de vue se valent. Donc, je ne le ferai pas. Je vais te donner un autre exemple. J'ai été invité par une amie proche à aller chez eux. Donc, au fond, à tricher. C'était une situation totalement minimale.
ça aurait été seulement 2 bulles. Il y aurait eu seulement une auto. Je veux dire, on était indétectable, on faisait ça dans la plus grande harmonie. Bon, c'était tentant. Je ne l'ai pas fait par principe. Par solidarité pour tous ceux qui s'en privent. Alors, quand on a des questions morales comme ça, la question, c'est de savoir comment qu'on se connecte à nos valeurs. Pour moi, respecter la solidarité dans cette pandémie-là, c'est très important. Même si la petite invitation que j'avais aurait pu être très plaisante, puis que on aurait été indétectable. Mm-hmm. Donc, c'est pas parce que j'aurais peur des amendes. Alors, je lis... Par contre, quand je dis, je comprends aussi le point de vue. Pour moi, un délateur, c'est pas une méchante personne. C'est quelqu'un pour qui ses propres valeurs sont heurtées et donc son sens des responsabilités va jusqu'à dénoncer. Et alors, je veux dire, d'une certaine façon, je comprends ça, je respecte ça aussi. Mais c'est pas dans mes valeurs à moi. Qui ne dit mot consent. Fait que si tu dis rien, puis tu les vois faire, puis tu les laisses faire, c'est comme si tu les approuvais. Non, je les approuve pas du tout. Si tu veux mon avis, là, je les approuve, mais alors vraiment pas du tout. Okay. Mais ça m'est pas arrivé aussi. Il faudrait voir qu'est-ce que je vois là. Bon. La vaccination, actuellement, on ne nous l'impose pas. Il y a des pays qui l'imposent. Puis il y a une autre manière aussi de ne pas l'imposer et de l'imposer à la fois, c'est-à-dire que si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas prendre l'avion pour aller voyager. Tu ne peux même pas aller au magasin du coin de la rue parce que chez Métro, chez IGA, les autres, là, que je nomme pas, ça va vous prendre le vaccin pour rentrer dans le magasin. Est-ce que toi, tu vas aller le prendre? Puis Martin, je vais te poser la même question. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'à un moment donné, pour la société et l'équilibre de la société, il faut que la grosse majorité soit vaccinée pour qu'un vaccin soit rentable, socialement parlant, dans le sens que, pas rien que pour l'argent, mais dans le sens que ça va protéger la santé de tout le monde. Où vous situez-vous tous les deux? Est-ce que tu as mieux commencé, Martin ou Alain? Qui? Moi, je peux bien commencer. Moi, je suis contre le vaccin parce que le vaccin, c'est un coup monté pour éliminer 90% de la population terrestre. Bon, les vaccins n'ont jamais fait ça. Là. Les vaccins étaient là vraiment pour protéger de la rougeole. Ce vaccin-là, il y a de la merde dedans. Là. Bon, là, ça, c'est ce qu'on te dit. On n'a pas encore la preuve. Même s'il y a un pourcentage de presque 2% des gens, 2%, 2 sur 100, qui ont une mauvaise réaction. Toi, Alain, est-ce que tu te ferais vacciner? Là, si ton tour arrive à cause de ton âge, à cause de la région où tu es, puis si tu veux aller chez Métro, prendre l'autobus et tout ça, ben... Non, vaccin, monsieur. Je ne le vois pas comme ça. Je le vois pas comme une menace. Je le vois pas non plus. Je n'ai pas hâte. C'est pas quelque chose... je veux quand même analyser les éléments, là, justement, voir s'il y a des effets secondaires, de quel type ils sont. Apparemment, les effets secondaires les plus fréquents, c'est les symptômes de la COVID. On tourne en rond, mais c'est normal qu'un vaccin crée de la fièvre, des frissons, parce que, en fait, le système immunitaire est en train de s'éveiller contre l'invasion. Est-ce que ça me tente? Pas spécialement, etc. Mais pour moi, l'idée que les vaccins servent à nuire à l'humanité alors que ils ont sauvé bien des vies, bien des fois. Oui, évidemment, oui. Ils ont éliminé la variole, etc. Ils ont créé des complications dont on pourrait parler dans une autre émission, mais c'est pas le moment. Pour le moment, ma réponse vague, ça serait oui, moi je me ferais vacciner. Mais c'est pas parce que j'ai peur qui m'empêche de faire ci ou j'ai peur que c'est simplement, encore une fois, comme une espèce d'aspect de solidarité. Faut s'entendre, là, on peut avoir des opinions des fois où moi je suis pas aveuglément confiant à la science. Hein? Je veux dire, la science, elle est rendue là où elle est rendue.
je veux dire, des scientifiques vont dire que l'homéopathie, ça n'a aucune valeur scientifique. Je continue de croire à l'homéopathie. Je suis fait comme ça. C'est comme ça que je suis rendu. Et tu veux garder ta liberté de continuer à y croire. Puis... Oui, c'est ça. Je veux pas que, mettons, on interdise l'homéopathie. Bon. Alors, il y a des débats de société, le complexe, là, qu'on ne peut pas tous faire en même temps. Alors que un vaccin, c'est un élément pas désirable. En fait, c'est essentiellement un OGM, là, un organisme génétiquement modifié qui va être injecté dans le corps avec des adjuvants que je préférerais qu'il ne soit pas là, etc. Bon, alors, c'est quelque chose de toxique que je mets dans mon corps. J'ai hâte? Non. On peut tous s'entendre sur le fait que la COVID est beaucoup plus toxique que le vaccin. C'est ça le problème. Les gens nient qu'il existe une pandémie dans le moment, alors que aux États-Unis, il y a autant de victimes qu'un World Trade Center là, par jour. Pour un World Trade Center, les Américains étaient prêts à aller attaquer 2-3 pays dans le monde, puis partir toute une... Puis là, il meurt le même nombre de victimes par jour, puis encore des débats, c'est-tu réel, c'est-tu pas réel? C'est fascinant, l'être humain, là. Alors, oui, il y a des raisons d'avancer de reculons face au vaccin, c'est-à-dire, je voudrais plus d'informations, est-ce que c'est vraiment sécuritaire? C'est légitime. Ici, mais il ne faut pas non plus compter des histoires de peur qui ne tiennent pas compte du fait que la pandémie est un adversaire beaucoup plus redoutable. Et que, à quelque part, c'est même miraculeux qu'il y ait eu tant de collaborations scientifiques en différents pays. Bon, il va y avoir de la chicane sur la distribution du vaccin, il va y avoir ça va être plus disponible pour des pays riches. On voit tout ça, là. Mais je veux juste dire que on est devant une situation de renouveau, la possibilité de voir enfin la lumière au bout du tunnel. On n'est pas obligé de crier tout le temps que la lumière au bout du tunnel serait un train qui arrive dans l'autre sens. On peut aussi espérer que c'est la lumière du soleil invaincue et qu'on s'en va vers des jours meilleurs. Mais bon, il faut aussi rester attentif. Donc, je n'irai pas jouer des coudes pour être le premier à être vacciné. Dans ce moment de réflexion, voir comment le dossier se développe. OK. Mais c'est pas quelque chose qui me... Dans ce moment de réflexion entre Noël et le jour de l'an, dernier thème dramatique à se poser comme question et à y réfléchir avant que 2021 nous tombe dessus, avec des nouvelles règles. On parle d'un reset, un great reset, là, une réinitialisation économique planétaire, où l'argent liquide va disparaître complètement. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein, Richard. Le minimum, on a toujours l'impression que c'est la semaine prochaine, alors que d'une certaine façon, on nous parle du mois de mai, c'est un processus. On nous parle du mois de mai, juin, pour commencer à l'appliquer de manière... comme on a appliqué le confinement, ça s'est fait assez rapidement. Hein, ça nous est arrivé dessus en dedans de 2 semaines. Le mois de mars commence, à la fin du mois de mars, on était confinés. Bon, plus d'école, plus rien qui marche, plus de cinéma, plus rien. Ça va arriver vite d'un coup. Mais il y a une si ça arrive, ça va arriver vite. Mais la question, c'est que, est-ce que ça va vraiment arriver? Bon, OK. Moi, j'attends pas que ça arrive pour me poser des questions où j'aurai des positions à prendre. Alors, j'en ai une, et mon public nous écoute pour justement prendre des conseils de 2 personnes que vous êtes, totalement, diamétralement différentes. Et là, je demande à vous deux. Là, ce qui s'en vient, c'est que tous les deux, si vous avez plus votre pension, si on dit qu'un être humain qui n'est pas utile, on ne lui donne plus d'argent de pension, de BS ou de minimum de revenus garantis. Il faut qu'il soit utile. S'il veut avoir son minimum de revenus garantis, il faut qu'il soit utile à la société. Ça peut être aussi niaiseux qu'aller récolter des légumes dans les magasins, pas dans les champs de nos cultivateurs qui sont obligés d'importer
des travailleurs du Mexique pour venir ramasser des légumes à l'automne, etc. Ça peut être aussi de faire de la surveillance ou d'aller faire du ménage sur la rue ou des choses. C'est inimaginable tout ce qui va être présenté, parce que je vois en Chine comment ça se passe. Et même les gens âgés là, de 85 ans, 90 ans, sont encore utiles. Si tu es utile, on te donne ton salaire minimum garanti, parce que tu nous garantis en retour un retour de l'investissement. Et ça vous garde en santé de travailler, d'être actif, de faire quelque chose pour la société. Mais si vous avez... Alors si tu ne veux pas être utile, parce que tu n'es pas d'aucune utilité, tu te laisses vivre, mais tu n'as plus d'entrée d'argent autrement que parce que toi tu fais. Si tu fais de quoi de bien, tu vas gagner de l'argent quand même, hein, quelque part. Mais sinon, voici la grande question fondamentale, existentielle, et comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde. Si tu n'es pas utile, tu ne peux pas nous prouver que tu es utile au bout de 6 mois à 1 an, c'est, je dirais pas guillotine, ça serait trop cru, mais c'est élimination. Tu es éliminé du système, tu peux t'en aller dans le bois comme Martin fait, et à ce moment-là, tu déranges personne, puis viens pas nous déranger. Tu n'as plus d'affaires dans la ville, tu n'as plus droit à prendre l'autobus, puis rien, parce que ça te prend de l'argent pour pouvoir circuler. Ça va te prendre une carte ou une main avec un signal dedans qui permet de dire « Oui, OK, psst, tu peux rentrer dans l'autobus. Tu peux rentrer dans l'autobus. » Ceux qui n'ont pas le psst, « Ah, hey, ça ne l'a pas fait. Alors, recommencez donc. Hey, ça ne marche pas. Vous êtes... Non, restez dehors, monsieur. » C'est sûr que la Chine a une efficacité épeurante à contrôler sa population, mais il y en a aussi, en corollaire à ça, une capacité étonnante à construire un hôpital en quelques semaines. Là. Alors, il y a c'est donnant-donnant dans chaque société. Les sociétés s'entendent sur une certaine façon de fonctionner parce que, en fait, c'est dans l'esprit de cette société-là. Les Chinois ont toujours eu une approche, comme je pourrais qualifier, de plus collective. Alors là, dans un système comme celui dans lequel ils sont en ce moment, bon, il y a des injustices, il y a quand même des protestations, là, mais je veux dire, essentiellement, c'est une société qui fonctionne comme ça. Ici, je veux dire, en Amérique du Nord, par exemple, ou au Québec plus spécialement, on est à l'opposé de ça. Jusqu'à maintenant. Je veux dire, on crée des politiques de confinement, par exemple, puis c'est très, très difficile de les faire respecter. Je veux dire, on est ailleurs, là. Puis, je veux dire, on a encore le droit de vote, à ce que je sache. Donc, il faut comprendre qu'il y a dans cette mouvance-là qui est incroyablement complexe. Hein. Je le répète, en fait, il n'y a personne qui a un point de vue sur la situation actuelle qui n'est pas au moins un peu vrai. Parce que... tu es d'accord avec ça. D'un extrême à l'autre, tout le monde a un point de vue qui leur permet d'avoir un jugement assez juste, même si c'est aberrant, incroyable. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit juste. Ben, je pensais que tu ouvrais la porte un peu à te dire, il est possible que ce qui semble invraisemblable est peut-être pas si fiction que ça. C'est pas tout à fait ça. Donc, je pense qu'il y a du... Non, j'essaie de nuancer, moi aussi, là. L'émission reste 10 minutes à peu près à l'émission. Non, mais je vais insister sur un point. Je vais demander à Martin sa réaction tantôt, oui. Je vais insister sur un point parce que c'est important que ce soit mon idée, là, et non pas qu'il prévale, mais que je l'exprime clairement. Pour moi, il y a tout le temps un ingrédient il y a une vérité dans un point de vue. C'est la vérité de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que c'est le réel. C'est ça là, qui est différent. Le réel, lui, il résulte de la collaboration et du conflit en tous les points de vue. Quand c'est un monde qui est co-créé, tous les points de vue finissent par aboutir à une réalisation quelconque. Alors, évidemment, plus les points de vue sont opposés et conflictuels, moins la société ou la situation résultante est harmonieuse. Donc, plus elle est confuse, plus ça peut mener à peu près n'importe où. Donc, c'est dans ce sens-là que je donne des points au fait que si on a une version X de la réalité ou une version Y de la réalité, les deux vont s'opposer pendant un certain temps avant que finalement la résultante soit clairement celle qu'elle sera, là. Mais en fin de compte, et il n'y en aura jamais rien qu'une non plus, parce que en supposant que le résultat, c'est le résultat Z, là, oui. Ben,
ça ne veut pas dire que X et Y continueront pas de se chicaner, là. Mais il va y avoir un résultat réel. Mm-hmm. Et c'est ce résultat-là qui peut permettre éventuellement la sortie de la crise ou une cascade de crises qui suivent. Parce que c'est sûr que moins on va régler les problèmes qui ont causé la crise actuelle, moins on va éviter les suivantes. Je donne la parole à Martin, puis après, Alain, tu auras encore le droit de la parole pour la fin, puis Martin aussi. Alors, Martin, la question que je posais à Alain, on l'a peut-être perdu un peu en cours de route. Moi, là, j'essaie aussi d'être un peu le porte-parole du public qui nous écoute, en se disant, écoute, tu as dit ça, Alain, mais je sens qu'il y a des gens qui vont répliquer ça tout de suite. Alors, toi, Martin, si tu deviens non rentable pour la société, si tu n'as aucune utilité pour la société, tu es tout seul, reclus dans pas ta caverne, là, mais dans ta maison, en plein bois, tu ne déranges personne, mais tu reçois ta pension du gouvernement, et puis tu as besoin quand même d'aller au magasin général à l'occasion pour aller chercher de la nourriture, des choses. Je sais que tu es végétarien, ça aide un peu, même si tu mangeais de la viande, tu pourrais soit aller au lac pas loin de chez toi, pêcher du poisson, ou tu pourrais tirer sur un chevreuil qui passe le matin, à un moment donné, pour manger, une question de survie. Mais si à ce moment-là, tu n'es pas rentable, est-ce que tu serais le genre de dire, ben on m'éliminera? Ça se peut-tu ou tu dis... J'ai pas compris ce que tu as dit dans le dernier mot. Ça a coupé un petit peu. Le système pourrait t'éliminer. Ils arrivent avec une camionnette, ils sont 3 personnes, et puis ils vont te donner une piqûre, puis ils te mettent dans un body bag, puis ça s'en va au congélateur jusqu'à temps que tu sois... Dans quel film, ça, Richard? Ben, j'ai une solution pour ça, il n'y a pas de problème de côté-là. C'est quoi? La téléportation, ça existe. Je l'ai faite moi-même, puis ça a fonctionné. Oh, là. Oh, ben là, Martin, m'a dit, je t'ai pas donné la parole beaucoup durant l'émission qu'on vient de faire, mais si t'es d'accord, on va se rappeler, puis je vais faire toute une émission tout seul avec toi. On m'a fait plaisir de l'enseigner, parce que j'ai commencé à l'enseigner. Bon, ben on va se reparler de ces choses-là. Parce que, regarde, ta réponse, là, je pense que sûr qu'à 98% de la population ne l'attendait pas, cette réponse-là. Non, c'est bon. exact. Si tu fais de la téléportation, tu fais aussi de l'invisibilité. Exact aussi. Bon. Je l'ai expérimenté, ça a bien fonctionné, ça. Tu es capable de faire de la projection in physical ou physically. En physique ou physiquement. Oui, exact. Donc, la question qui tue, est-ce qu'on peut enseigner la conscience qu'on a à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut rendre conscient quelqu'un d'autre autant qu'on peut l'être soi-même? C'est un peu comme je dirais, si tu es un pianiste virtuose, peux-tu rendre un voisin pianiste virtuose? Non, je dirais que non, à quelque part. Faut qu'il soit des fois conscient à quelque part. Mais on peut l'enseigner un peu, mais il va développer une conscience à un moment donné. Puis il va faire ses propres pas de son côté. Oui. Je te dis pas qu'il va faire les mêmes choses que moi. Lors le Christ, il devrait enseigner, lui, ce que je veux faire, ce qui marche sur l'eau, ce que je veux faire, d'autres pourront en faire autant. Je le dis dans mes mots à moi, mais il a dit ces mots-là. Et je dis les mêmes mots, moi, avec. Si tu montres un enfant comment marcher, ben, il va savoir où aller, puis, tu sais, dans le même genre de ça, là. Oui, mais ça ne sera pas naturel qu'il va apprendre à marcher. Il n'y a pas besoin que tu y montes, il va l'apprendre. Ça va venir à un moment donné qu'à un certain temps, il est rendu qu'il marche, qu'il va parler. Parce que j'ai lu le livre des grands maîtres, comment ils ne disaient pas, ils se téléportaient, mais j'ai toujours dit, il y a une manière, j'ai tout expérimenté, tous les sens, au complet, mais il n'y a qu'une qui marche. Fait que, je sais comment ça marche. Puis à tout moment, je peux l'enseigner. OK. Juste pour donner un avant-bout au public, Martin, si tu es capable de te téléporter, pourquoi tu dis que tu attendras qu'il arrive le moment où il y aura l'enlèvement avec l'arrivée de soucoupes volantes ou de vaisseaux de l'espace et des choses qui vont en amener? Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui vont être amenés? Oui, je sais. Mais j'ai quelqu'un qui m'a demandé... pas besoin d'un vaisseau pour ça, téléporte-toi ailleurs. Oui, je sais. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, il n'y a pas tellement longtemps, me dit, les pouvoirs que tu as, il dit, tu
pour arrêter tout ce débat-là. Oui, je pourrais le faire, mais si je le fais, l'être humain n'aura pas la chance de se réveiller. C'est ça, en fait. Faut faire attention à ça, quand même. L'être humain, plus ceux qui vont se réveiller, plus la masse au niveau énergétique lumineuse va prendre un envol phénoménal. On serait peut-être pas obligé d'être téléporté, pas téléporté, mais d'être enlevé avec des vaisseaux spatials, parce que on va voir dessus comment faire. Et les gens vont pouvoir se réveiller à ce moment-là. Mais il faut quasiment qu'ils arrivent en bas de l'échelle ou dans le fond du baril pour réaliser leur propre développement. Oui, c'est possible à ce moment-là de faire l'inverse puis de changer notre façon de penser puis d'agir en même temps. Je sais pas si tu comprends un peu. Hein? Oui. Oui. Mais on va en reparler, c'est sûr, ensemble. Là, je suis en train de me promener avec mon chou de Bruxelles. Avec ton chou, là? Ben oui. Mon chou de Bruxelles qui a survécu parce que je l'ai téléporté de mon jardin, le potager qui est à l'extérieur, et avant qu'il gèle complètement, parce que tous les autres sont morts, ont desséché, ont jauni, puis ils sont morts. Lui, il continue à me donner des choux, puis il y en a encore en dessous, là, des choux de Bruxelles. Il y en a tout le long de la tige. Là, je les ai mangés, je les ai pris, puis j'en ai même mangé encore le lendemain de Noël. Fait que c'est pour vous dire. Mais je l'ai téléporté, si on veut. Mais, à mon corps défendant, il jaunit, il perd des feuilles graduellement jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je pense pas qu'il va se rendre jusqu'à l'été prochain. C'est dans la loi naturelle des choses qu'à un moment donné, tu n'as pas l'immortalité dans ton corps physique. Éviter la mort, éviter, à un moment donné. Encore, tu peux le rendre immortel. Tu le peux le faire. La nourriture est importante. Oui. La nourriture est importante. La pensée, c'est ce que tu penses de toi. Si, exemple, quand tu es un enfant, tu regardes ton grand-père, ta grand-mère, elle a 80 quelques années, hop, il meurt. Fait que là, si tu calcules ton âge, à un moment donné, c'est inévitable à ce moment-là. Ah, aujourd'hui, j'ai rendu à 70 ans, il m'en reste moins. Juste en disant ces mots-là, il t'en reste moins. Par contre, cessez de calculer vos âges. Oui, tu peux te fêter à chaque année. Mais quel âge t'as cette année? Ah, j'ai 20 ans. Mais comme l'année passée, t'avais 25 ans. Ah non, cette année, j'ai 20 ans. Tu sais, le subconscient, tu peux le manipuler comme tu veux. Tu peux faire croire ce que tu veux. OK. Alors, je te pose une question pour finir. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'année 2021? Après, je vais poser les mêmes questions à Alain. Ben, moi, ce que je souhaite, c'est que le monde se réveille, simplement. Se réveille, parce que... Sans ça, ils vont passer au feu. Sans ça, ils vont passer au feu. Comme Alain, il a réveillé ceux qui dormaient pour pas qu'ils passent au feu. Oui, remarque, j'ai essayé dans ma famille de les réveiller, puis non, ils veulent pas rien savoir, ils veulent se faire vacciner. Bon, c'est ça. Les sincères condoléances. C'est ça, je les ai dit. Parce que tous ceux-là qui vont se faire vacciner, c'est même valeur, pour ce qu'on pose. Parce que les autres, ils marchent avec la peur. Si t'as pas peur, tu courras pas pour le vaccin. Ça, c'est un fait. Je ne me suis jamais vacciné. Je me suis jamais fait vacciner dans aucune circonstance. Jamais. J'ai trop refusé ces affaires-là. Tout le temps. Et je vais toujours refuser aussi. Au moins de ça. Bon. Ben, Martin, je sais pas si c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça se peut beaucoup. Je vais voir la réaction du public en bas du Vidéorandia. Vous savez qu'il y a le complément surprenant qui est là tout le temps. En bas du Vidéorandia, le premier message qu'on appelle les commentaires, qui est épinglé en haut de tous les commentaires. Vous avez le lien avec le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant. Et la semaine prochaine, j'avais prévu de recevoir Gilles Surprenant. Ça pourrait être aussi Gilles avec Martin. Tu connais-tu Gilles Surprenant, toi, Martin? J'ai déjà vu, ça fait longtemps, ça fait des années. Oui, c'est ça. Bon, mais on verra bien. On va essayer d'arranger ça pour la semaine prochaine. Puis toi, pas de problème, j'ai du temps en masse. Qu'est-ce que tu souhaites, Alain, pour l'année 2021? Oh! Effectivement, qu'on soit le plus présent possible. Je veux dire, c'est sûr que être éveillé, être en rapport avec la lumière, c'est ce qui est le plus important. C'est de rétablir ou nettoyer la connexion avec celui, celle qui nous rêve. Donc, être en rapport harmonieux. Par contre,
suis subtilement en désaccord avec l'idée qu'on programme l'inconscient comme on veut, parce que c'est précisément la dimension qui nous rêve. Donc, on est nous-mêmes une manifestation de celui-celle qui nous rêve. Donc, il y a des choses qu'on peut demander, vous recevrez, si tu veux. On peut demander des choses. Mais il ne faut pas trop non plus se conter d'histoire. C'est étrange qu'ils ne comprennent pas que oui, ils vont survivre à la mort physique du corps biologique, mais ils vont continuer à être conscients de ce qu'on appelle la mort blanche. Ils vont réaliser qu'ils sont toujours là, vivants. Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire l'erreur de vouloir garder une vieille auto indéfiniment, rerouiller. Oui, le fait d'être éternel ne fait pas de nous des êtres immortels. En tout cas, Martin n'est pas d'accord avec ça. Lui, il est sûr que... Oui, non, je comprends, parce que ça se discute. Il y a Shro Aurobindo, par exemple, pour qui je portais beaucoup d'intérêt. Je suis allé à Auroville, il y a l'ashram d'Aurobindo, c'est un très grand maître qui pensait que la mort physique finirait par cesser. Bon. Mais c'était encore une fois le résultat d'un travail ésotérique profond. Là. Je veux dire, Mère, elle a dit que ça arriverait dans 100 000 ans. Elle ne voyait pas ça pour la fin de semaine. Là. Ces deux grands maîtres-là sont enterrés à l'ashram. Ils ont quand même quitté leur corps physique. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission un peu farfelue. On ne savait pas trop dans quelle direction les choses nous amèneraient. J'ai essayé de représenter un peu les idées que des gens de la population pourraient réagir à chaque fois. J'ai intervenu peut-être encore trop souvent, interrompu Alain Niala ou Martin. Là, on verra pour la semaine prochaine comment on va organiser ça, mais Martin en a beaucoup à vous dire, c'est sûr. Alain, ineffable, il y en aura toujours à nous dire. Alors, il y aura des événements, il y aura des choses qui vont l'amener encore devant nos caméras, c'est certain. Écoute, la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui ont mis un pouce par en bas. Ils n'étaient pas contents de ce qu'ils entendaient de la bouche d'Alain, en majorité. Mais il y a quand même eu plus de pouces par en haut. Donc, il y a plus de gens qui ont bien aimé ce qu'ils ont entendu. Mais les gens qui aiment, ils ne se manifestent pas. Et les commentaires négatifs, il en pleuvait. Il faudrait peut-être que les gens qui sont positifs, qui se manifestent aussi. C'est ça. Oui, mais il y a un autre phénomène aussi. Ce qui est très dommage, c'est que on a tendance à attirer sur le messager. On vit dans une société qui, au lieu de débattre des idées ou de confronter ou d'harmoniser des points de vue, vont tout simplement accuser la personne qui en fait la promotion ou qui les explique. C'est ça. En passant, ça me rappelle que tu en as parlé ça dans ce qui est dans le club créé du mois de décembre. Tu as 1h20 à peu près au mois de décembre qui est extraordinaire avec Alain Niala. Je te remercie. Sur le grand éclipse qui a eu lieu le 14 décembre, au moment des élections, des votations des grands électeurs aux États-Unis. Quelques jours après, au solstice d'hiver, est arrivée la conjonction de Saturne et Jupiter. C'est un événement. Alors, on se comprend-tu? Il y a beaucoup d'autres choses à se dire, beaucoup d'autres réflexions à avoir. Mon chou de Bruxelles, il va vous dire bonjour parce qu'on ne le reverra peut-être plus dans pas longtemps. Il est triste. Je vais le laisser aller jusqu'à la fin, de manière naturelle, mais je sais que je ne le récupérerai pas. Il va peut-être finir en soupe, comme me dit Geneviève. il va finir dans notre bédaine, ce qui va peut-être être il va revenir. Une régénération. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah ben, il est dans un pot de terre en passant, hein, c'est sûr que... Le phénix, hein? C'est le phénix. C'est le phénix, c'est bon. Merci beaucoup. Martin, merci. C'est au revoir bientôt. Puis Alain, merci encore une fois. Puis je te dis pas bientôt, parce que ça faisait déjà 2 mois qu'on t'avait pas vu, puis on t'a vu 2 semaines de suite. 11 semaines. Mais on va attendre des événements, puis c'est toi qui me feras signe si à un moment donné, il faut vraiment, là, comme on dit, le drapeau, là, clic, 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 faut venir. Tu es toujours bienvenu. Ben voilà. Ben, c'était notre rencontre dernière semaine de l'année 2020. Est-ce qu'on va dire que c'est triste de voir l'année 2020 partir? Je pense que c'est une des rares fois qu'on va dire bon débarras. Et là, avoir la nouvelle année qui s'en vient. Moi, je vais vous recommander sur Internet, dans les réseaux sociaux, le site de Média Infocité de Stéphane Gay. Ça va être une émission bombe à la fin du mois de décembre.
les derniers jours de l'année 2020 à ne pas manquer. Et si des gens peuvent l'attraper, si c'est disponible encore sur YouTube, tant mieux. Sinon, ça sera, comme on le sait, chez Odyssée, puis peut-être ailleurs, et peut-être que des gens iront le copier, le multiplier. Bon. De mon côté, j'ai été regarder le congrès qu'ils appelaient à Stockholm, le congrès pour la paix de Stockholm. Alors que ça a eu lieu post-Covid, Covid-19, le 19 décembre. Et on peut le retrouver maintenant sur YouTube, oui, et ailleurs. Parce qu'il y a eu des invités canons sur tous les sujets de l'année. Le côté judiciaire, légal, le côté médical, tout est là, et le côté vaccin, etc. Ce sont tous des invités extraordinaires. Je vous le dis avant même que Gilles vous le présente dans le complément surprenant. N'oubliez pas, si vous n'avez pas les manières d'arriver à retrouver tout ça, allez dans le complément surprenant. Gilles met toute l'information, tous les liens pour que tout se connecte. Ben voilà. Alors, en mon nom personnel, au nom de l'équipe qui se trouve à être Geneviève qui est en arrière, hein? Geneviève, tu peux-tu le dire? Bonne année? Bonne année! Une meilleure année! Je pense que ça ne sera pas difficile. Bonne année, là. Bonne année à tout le monde aussi. Là. Bonne année Martin, bonne année Alain, et bonne année tout le monde. En mon nom personnel, au nom de Gilles, au nom de toute l'équipe, Louis Ferland, recherchiste, Donald, Stéphane, Emmanuel, qui collaborent à l'émission, qui aident à ce que tout ça fonctionne bien, et tous les autres, et surtout, je dois vous le dire, là, ceux qui sont abonnés au Club Créé, c'est grâce à vous si on va être sur un serveur dédié en 2021, tout en demeurant sur YouTube comme tout le temps, mais si on est censuré, on a notre protection garantie, grâce aux abonnements du Club Créé. Et je vous remercie du plus profond du cœur. J'ai eu beaucoup de misère à rejoindre ce qui est annoncé. Ça n'a pas suivi les dates prévues parce que justement, j'ai été débordé par toute la transition, ce qu'on appelle faire muter un site d'un endroit à un autre serveur. Mais je m'en plains pas. Puis heureusement qu'on avait des abonnés au Club Créé parce que ça prenait beaucoup d'argent pour que tout ça se fasse de manière professionnelle et parfaite. Alors, je vous en dirai plus au début de l'année, en janvier. La semaine prochaine, on va être à l'émission numéro 1. Et là, cette fois-ci, cette semaine, on est à l'émission numéro 52, car il y a 52 semaines par année. C'est bien dire qu'on a suivi exactement le rythme de l'année. Merci beaucoup. Et Geneviève, maintenant, va lancer le générique. À bientôt. Nous venons d'assister au dernier vidéo-randia de l'année 2020. Directement de Mont-Saint-Hilaire qu'on voit au loin, derrière l'église, et la crèche, avec l'enfant Jésus qui est né, et verbum caro factum est, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. C'était le samedi 26 décembre pour le vidéo-randia numéro 52. Ils sont derrière leur écran protecteur à cause du coronavirus, je ne sais pas. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, nos invités Alain Niala et Martin, qu'on retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment, sûrement. Que faut-il faire? Avez-vous donné votre réponse à chacune des questions aujourd'hui? Pas facile, hein? Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, de la musique de Daniel Morancy qu'on entend à l'occasion, supervision technique Emmanuel, Stéphane, mes deux garçons, et Donald, pour les archives surtout. Recherchiste Louis Ferland, à la régie Geneviève Spiral. Et dans le club créé du mois de décembre pour nos abonnés, il est prévu d'entendre Roxane dans la deuxième partie de la physique quantique sur l'aspect social, psychologique. Un supplément au vidéo-randia numéro 51 avec Alain Niala, Serge Mona sur le dossier de la vaccination et un téléphone avec Jean de Flore. Voici nos suggestions
qui ont un rapport avec le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Et prenez bonne note des 2 adresses ici mentionnées, on ne sait jamais. Merci pour les pouces par en haut. Très apprécié de la part de toute notre équipe. Au plaisir de vous retrouver en 2021. À bientôt.